Bonjour à toutes et à tous, on est dans un nouvel épisode d'une nouvelle série de podcasts et je suis très bien accompagné. Bonjour messieurs. Bonjour. Qui êtes-vous ? Je suis Corentin Desplanques, passionné de jeu. Je suis responsable d'un organisme de formation qui s'appelle Projection, qui utilise beaucoup la ludopédagogie et avec lequel je crée aussi des serious games pour nos formations ou sur mesure. Ok, très bien, enchanté alors de t'avoir sur cet épisode. Et donc du coup, Simon Keller, je suis coach formateur joueur. Donc en fait, j'utilise le jeu dans mes accompagnements. En gros, c'est plutôt que de parler des émotions ou du conflit, on va le vivre à travers des situations ludiques. Et c'est de ça qu'on va pouvoir travailler, qui va servir de matière. Et passionné de jeu depuis très longtemps et on est ravis d'être là avec toi. Merci beaucoup, messieurs. Et moi, je suis Vianney Marcinkowski. Je suis chef de projet formation, ludopédagogue également, sur différents sujets. Et c'est pour ça qu'on va se rencontrer dans ces épisodes pour découvrir des mots comme serious game, ludopédagogie, jeu en entreprise. Et on va notamment commencer par un mot. Pour vous, c'est quoi le serious game ? Pour moi, le serious game, c'est donc un jeu qui a été créé pour des fins utilitaires. Et on a différents types de fins utilitaires possibles, comme faire passer des messages, dispenser un entraînement et mobiliser les compétences. Mais on va aussi avoir des choses auxquelles on pense moins, comme par exemple collecter des données, travailler sur la coopération des équipes, permettre aux joueurs d'en apprendre plus sur lui-même. Voilà, donc, le serious game, finalement, est un jeu dans lequel le game designer a visé un de ses objectifs utilitaires. D'accord, c'est un jeu qui sert à quelque chose. C'est ça. Ok. Avec une phase de souvent et essentiellement une phase de débrief qui permet de prendre justement de la hauteur et qui permet aux participants de faire la passerelle du jeu à en fait j'apprends et je capitalise ce que j'ai appris durant la partie en fait. Et si on devait définir rapidement la ludopédagogie, ce serait quoi ? Ce serait toutes les pratiques qui seront en rapport avec le fait d'utiliser des éléments de jeu en vue d'apprentissage, de conduite du changement, etc. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses. Tout à fait. C'est souvent grosse matière, quoi. Finalement, je dirais que la ludopédagogie fait partie des serious games. C'est plutôt ceux qui s'intéressent justement à partage de connaissances et travailler les savoir-faire et la posture. Très bien. Et donc, vous êtes joueur ? Ouais. C'est-à-dire, comment c'est venu le jeu chez vous ? Alors, moi, c'est venu il y a très longtemps, mais ado, je commençais... j'ai commencé sur... Je suis tombé vraiment dedans avec Magic, moi, à la base. On est nombreux. Et voilà, je pense que si j'avais pas connu Magic, je serais beaucoup plus riche aujourd'hui. Mais non, après ça, j'ai fait du jeu de rôle. Et en fait... je suis vite tombé dans l'animation, dans la formation d'animateur au BAFA. Et après, j'en ai fait ma carrière toute une partie. Et donc, du coup, la ludopédagogie, je suis tombé très rapidement dedans parce qu'en formation au BAFA, on utilisait déjà des jeux pour apprendre. On utilisait déjà alors déjà, on était beaucoup dans la création de jeux. Pour entraîner les stagiaires à gérer ça. Mais en plus de ça, dans les manières d'apprendre, on était déjà sur la ludopédagogie, parce qu'on se rendait bien compte que pour tenir 40 jeunes pendant 7 jours sur des sujets comme la sécurité en promenade, eh ben, il fallait aborder d'autres manières de faire qu'à l'école avec table et chaise, quoi. Ouais, des méthodes expositives descendantes, tout ça. C'est ça. Donc du coup, voilà. Et donc, moi, je suis vraiment tombé là-dessus. Et c'est là aussi où j'ai commencé à créer mes premiers jeux, pas sérieux, mais en tout cas mes premiers jeux. Et c'est dans ces missions-là aussi où, en tant que directeur, j'ai commencé à utiliser le jeu dans mes pratiques professionnelles à des fins utilitaires, pour notamment faire les équipes, pour que les équipes se rencontrent et apprennent à se connaître, pour créer du lien entre les équipes et les parents et les enfants. Enfin, et donc, du coup, je commençais à tirer des ficelles de ça sans forcément mettre de mots derrière. Et c'est bien plus tard qu'après que je me suis rendu compte, en fait, en étant sur LinkedIn, qu'il y avait des gens qui faisaient ça et qu'on était nombreux et que j'étais pas le seul énergumène à imaginer que le jeu avait sa place en entreprise. Très bien, intéressant. Voilà. Et toi ?
Moi, finalement, première expérience de jeu, elle se fait dans le cadre familial. J'ai joué beaucoup avec ma maman, notamment. Je me souviens de parties de Quarto, de Manille, d'Abalone, voilà. Et puis, j'ai redécouvert le jeu de société, effectivement, avec ces expériences BAFA aussi, animateur de centre aéré. Sur de la conception et l'animation de ces grands jeux, de certaines phases où on est plus autour des jeux de société aussi. Et puis je l'ai presque découvert une troisième fois avec le jeu moderne quand j'étais dans les études supérieures, où là je me suis ouvert aussi à des jeux comme Citadel, Seven Wonders, etc. et qui m'ont bien plu, qui m'ont amené aussi à rejoindre un club de joueurs pour aller découvrir tous ces jeux un peu plus experts aussi, qui me passionnent aujourd'hui. Très bien. Je vais répondre à ma propre question aussi. Et toi merci Simon de me la poser. Moi, j'ai beaucoup joué d'abord aux jeux vidéo qui m'ont appris. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en jouant, j'apprenais des choses ou j'expérimentais des choses dont je tirais des enseignements. Par exemple, le jeu vidéo, souvent, nous propose de nous débrouiller nous-mêmes et d'être astucieux, par exemple. Donc, d'avoir des... En fait, le jeu de société ou le jeu de vidéo nous impose à trouver des solutions à des problématiques. Donc des fois c'est fun, c'est juste comment je vais chercher le champignon sur une plateforme, alors que il n'y a pas l'air d'avoir de solution pour y aller, mais on doit trouver quand même. Et on va aussi avoir des contraintes fortes souvent dans un jeu. C'est un cadre précis avec des règles précises. Et donc moi je m'amusais à essayer de trouver des problèmes, à résoudre des problématiques, et j'en tirais des conclusions qui m'ont permis d'évoluer dans tout un tas de jeux. Et après avec le multijoueur, les jeux comme les MMO, en fait je me suis rendu compte que j'aimais bien manager par exemple, parce que en fait on peut créer une guilde qui va répondre à des objectifs communs, et on va devoir trouver une direction, évoluer, comprendre comment on fait pour améliorer l'existant et ainsi de suite, pour réussir à tuer ce fameux boss dans un donjon, par exemple. Et en fait, dans les jeux de société, c'est arrivé aussi très tôt, j'ai 39 ans, ça m'est arrivé quand j'avais une dizaine d'années, justement d'avoir des moyens avec les copains de passer des bons moments. Et en plus, comme tu l'as dit avec Magic, toujours cette problématique à se résoudre, comment je réduis les points de mon adversaire à 0, mais ça peut être plein d'autres objectifs différents. Et en fait, on peut tout transposer, je trouve, dans le monde professionnel. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça ? Il y a, je sais plus qui, mais un directeur d'une grosse boîte américaine qui disait moi je préfère recruter un chef de guilde de World of Warcraft qu'un mec qui sort d'école d'ingénieur, parce qu'en fait il a déjà le terrain et en fait il sait gérer des équipes, il sait gérer les conflits, il sait gérer et effectivement j'accompagne beaucoup de jeunes aussi dans certaines de mes actions, des décrocheurs scolaires qui ont, on va dire, une estime d'eux qui est pas terrible, et on part des passions pour essayer de trouver ce qui les anime, c'est quoi leurs compétences. Et beaucoup, moi je joue aux jeux vidéo, quoi. Ok, alors qu'est-ce que tu fais quand tu joues aux jeux vidéo ? En fait, je suis chef et c'est moi qui donne les sur Modern Warfare 2, c'est moi qui donne les machins, les trucs. Et en fait, tu copilotes une équipe, tu as de la stratégie, ah ouais, j'avais pas fait gaffe à ça en fait. T'as de l'écoute, t'as de la communication, t'as de la coopération. C'est ça. Et j'adore et de ce qu'on est en train de faire là, c'est qu'on rend important des choses qui, de mon point de vue, attention, je parle que de moi, mais qui pouvaient être un peu cachées. Exactement. Maintenant, j'ai plus de honte à dire, en fait, non, je suis un gamer, je joue à des jeux de société, je joue à des jeux vidéo, je regarde des lives sur Twitch, et en fait, là où avant, c'était un peu mal vu, en fait. Et maintenant, il y a vraiment ce côté de, non, en fait, le jeu vidéo ou les jeux de société sont tellement démocratisés maintenant que c'est plus quelque chose qui est en marge et qui doit être caché, en fait. Exactement, c'est vraiment un vecteur de compréhension et de développement. Et en fait, je vais dire un truc que je trouve que le jeu de vie... Enfin, en fait, je vais simplifier. Jeu numérique, jeu vidéo, jeu analogique, jeu de société. Ouais. Ces jeux-là sont révélateurs de compétences. Oui. Et là, on va effleurer beaucoup de sujets dans ce premier épisode, parce que si vous regardez cette vidéo, peut-être que vous êtes simplement joueur, ou peut-être que vous travaillez dans une entreprise et vous aimeriez amener le jeu dans votre entreprise, pour différentes raisons, ou même dans votre collectivité, peu importe. Là, on va effleurer énormément de sujets différents. Donc, on va un peu débroussailler tout ça, vous donner un petit peu nos retours d'expérience. Et j'ai quelques questions, bien sûr, qui vont aller creuser et essayer de gratter un petit peu la première couche de ce grand univers qui est le jeu pour l'apprentissage. Tu voulais peut-être réagir sur ce que vient de dire Simon ? Non, je suis complètement en phase. Voilà,
on vit des expériences à travers le jeu, on se rend pas toujours compte qu'elles sont apprenantes, mais quand on prend un peu de recul, on se dit tiens, c'est vrai que là j'ai mis en place telle stratégie, j'ai joué de telle manière, et souvent c'est même sur une partie de jeu classique, on a tendance à refaire la partie après. En particulier quand on est avec des joueurs un peu plus experts, on va parfois passer presque autant de temps sur la partie que sur son débriefing, même sans en viser des objectifs pédagogiques. Et pourtant, c'est là qu'on va y retirer tiens, la prochaine fois que je vais jouer, je vais tester telle chose, telle manière de voir que j'avais pas pensé. Côté itératif aussi. Exactement. S'améliorer. Voilà. Et donc, je pense que ça, c'est hyper intéressant. Et en fait. Peut-être juste un mot qu'on peut dire, c'est qu'on le fait naturellement quand on est enfant, en fait. Nos enfants, ils jouent, et le jeu et la curiosité, c'est les deux principaux moteurs pour eux, pour développer les compétences, qu'elles soient sociétales, qu'elles soient moteurs. Voilà. Donc, c'est la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce qui fait que dans notre éducation, à un moment donné, on perd peut-être un peu ça. On a l'impression que le jeu est mis un peu de côté au profit d'une autre pédagogie plus descendante, et en même temps on voit bien que la tendance en ce moment elle est justement à revenir là-dessus et dire mais en fait si c'est si efficient quand on est enfant d'apprendre à travers le jeu, pourquoi on abandonne ça et pourquoi on remet pas ça au goût du jour dans les entreprises, dans les organisations, dans les études supérieures et à l'école aussi. Et surtout qu'avec je trouve que ça va de pair avec ce côté où on est de plus en plus, et c'est de plus en plus mis en valeur le fait de jouer, et donc du coup on peut même dire accepter. Ah oui, bien sûr, c'est de plus en plus accepté. Bien sûr. Et donc pour vous, le jeu est dans votre profession au quotidien. Oui. Et qu'est-ce qui vous a amené? Là, on va parler d'un autre sujet. On va lâcher le mot. C'est Ludinor Pro. Déjà, c'est quoi Ludinor Pro? Ludinor Pro, c'est le salon des pratiques ludiques au travail. Donc en fait, c'est la 2e édition cette année, qui a lieu les 3 et 4 avril à Lille. C'est une rencontre c'est un salon où on fait rencontrer des personnes qui ont déjà passé le cap de mettre du jeu dans leur pratique, ou qui sont même experts du jeu professionnel, ou experts du jeu tout court, avec des gens qui voudraient passer le cap, ou qui sont intéressés mais qui savent pas comment faire, etc. Donc du coup c'est de tête 89 ateliers, une quarantaine de conférences, quarantaine de tables rondes, sur des sujets qui vont de, par exemple, comment je peux utiliser le jeu en recrutement, ou dans la RSE, ou pour valoriser des compétences, ou etc. Donc on est sur ce principe-là. Et puis pour les joueurs, le mot Ludinor leur est peut-être pas inconnu, puisqu'effectivement c'est aussi à l'initiative du salon Ludinor, qui existe depuis 13 ans maintenant, qui est le plus gros salon du jeu au nord de Paris, qui brasse à peu près 10-12 000 participants sur un week-end fin mars. Et donc c'est vrai que le projet Ludinor Pro, il est né avec l'équipe de bénévoles de Ludinor, qui s'est entourée aussi de personnes comme Simon et moi, qui utilisons le jeu dans nos pratiques professionnelles pour créer un temps dédié supplémentaire autour du jeu dans les entreprises, dans les pratiques professionnelles d'ailleurs, parce qu'on on attire les entreprises, les formateurs, mais aussi les enseignants, aussi les professionnels de santé, les professionnels du milieu social. Voilà, donc on essaye de vraiment ouvrir cet événement à différentes pratiques, et c'est ça qui en fait sa richesse aussi. Qu'est-ce qui vous a amené, quelles sont les clés de votre cheminement pour avoir créé cet événement? Parce que vous êtes il y a une grande équipe derrière, vous faites partie des co-créateurs et co-organisateurs. Qu'est-ce qui a fait que, tiens, on va faire Ludinor Pro? Alors, c'est Xavier. En fait, moi, j'ai monté ma société. Qui est Xavier, déjà? Alors, Xavier Vaiti, qui est le président de la Fée des Jeux, qui est l'association qui porte Ludinor, et Ludinor Pro, du coup. Il n'est pas là parce qu'il est en train de préparer justement Ludinor. Donc, du coup, Xavier... moi, j'ai monté ma société en février 2020. Je commençais à faire des ateliers. Février 2020, je vous rappelle, mars 2020, d'accord. C'est un petit truc. Ouais. Mais juste avant, j'ai eu le temps de faire un atelier sur un jeu que j'avais créé pour commencer à me faire connaître, etc. Et Xavier était venu, et juste après ça, il m'a contacté pendant le Covid en disant « Écoute Simon, j'organise Ludinor, je voudrais de la nouveauté, et je pense qu'on peut faire un salon pour les personnes qui utilisent le jeu comme toi tu le fais. »
Est-ce que ça te dirait de le faire avec moi? Et donc, du coup, on est parti à 2. On a mis quand même 2-3 ans parce qu'avec le confinement, reconfinement, voilà. Donc, création d'événements, c'était pas simple à ce moment donné. Corentin est vite... enfin, voilà, je l'ai appelé en disant carrément, on va monter ça ensemble. Et on est parti 3-4 au départ. On a réussi à rameuter d'autres copains pour monter ça. Et on a organisé la première édition en quoi? Allez, franchement, 4 mois. En 4 mois, on a réussi à organiser ça. Et c'était intense, mais c'était un plaisir. Et ça a marché. Les retours étaient fous. Les gens étaient là. On a dû refuser des personnes des billets, quoi. Donc, du coup, on a signé directement à la deuxième édition. Ouais, vous l'avez bien vécu, vous avez recommencé. Ouais. Franchement, bon, on était HS à la fin. Enfin, en tout cas, moi, j'étais HS. Mais voilà, est-ce que tu... Ouais, c'est vrai que c'était une belle épopée déjà sur cette première édition, forte en émotion, avec un concentré de personnes, quelques personnes qui y croyaient fortement. et on a eu raison d'y croire. Et je pense que ce qui fait que c'était le bon moment de lancer ce salon, c'est que on a plus de personnes un peu isolées dans les entreprises qui se disent « Moi, j'aimerais bien tenter ce truc-là », dans les universités, dans le secteur public également. On a de plus en plus d'experts du jeu qui se lancent aussi, qui lancent leur structure. C'est beaucoup de structures individuelles. C'est aussi parfois des groupements de personnes, mais ce n'est pas forcément leur métier principal. Elles ont ça et en même temps, elles ont un autre boulot à côté. Ils essayent de plus en plus d'en vivre aussi. Et en même temps, faut que cette pratique rencontre son marché. Le marché, pour le coup, il est en plein développement. Il y a une manière assez simple de pouvoir vérifier ça, c'est d'aller voir les tendances Google. Vous avez regardé le mot serious game, combien de fois il est tapé par jour dans Google. Vous voyez une belle courbe de progression sur les dernières années. Donc on sait qu'il y a une appétence de plus en plus importante des formateurs, des enseignants autour de ces sujets-là. Et il y avait un certain nombre d'événements et de communautés en ligne qui se lançaient. Et nous, on avait envie d'en faire un événement présentiel, d'avoir un vrai temps fort dans l'année où toutes ces personnes, elles se regroupent, elles se voient en vrai. Et elles vivent en vrai ces expériences ludiques, qu'elles puissent participer ou faire participer à des tables rondes, des conférences, des ateliers, et puis voir un peu aussi les différentes propositions que les uns et les autres ont développées, parce que on sait que créer un jeu, ça prend du temps, créer un jeu pédagogique, peut-être d'autant plus, en tout cas au moins autant de temps. et voilà, on avait aussi cette idée de dire capitalisons sur ce qu'ont fait les uns les autres, plutôt que d'avoir chacun dans son coin des idées et de ne pas avoir la possibilité de participer à celle des autres. On a peut-être des chefs d'entreprise ou des responsables dans une direction, dans une entreprise qui nous écoutent ou qui nous regardent et qui disent oui, mais le travail, c'est le travail, c'est pas du jeu, quoi. Et pour ces personnes-là, en fait, je pense que il y a des avantages pour vous, messieurs, dames. Et quels sont les avantages que vous voyez, vous, dans l'utilisation du jeu en entreprise? C'est-à-dire, comment vous pensez que cela peut contribuer à améliorer, par exemple, les performances, la motivation, la dynamique des équipes? Alors moi, je pense que quand je suis en train de jouer, je suis pas en train de faire autre chose. Je pense aussi que le jeu est un moyen incroyable pour créer du lien. Je pense aussi que le jeu permet de travailler sans m'en rendre compte, en fait. C'est parce que pendant que je suis en train de jouer, pendant que je suis en train je sais pas, je vais donner l'exemple de ça. Je joue à, comment il s'appelle, Clan Catan. D'accord. J'échange 3 moutons contre 2 rondins de bois. En fait, je donnais ça comme exemple à mes enfants il y a quelques années quand on commençait à jouer à ça. Mais en fait, avec ça, ils apprennent à négocier, en fait. C'est-à-dire que quand il aura besoin de demander à sa prof de maths d'avoir une rallonge pour son DM parce qu'il n'a pas eu le temps, parce que il se sera déjà entraîné à négocier, à machin. Et ce qui est incroyable, c'est que le cerveau fait pas la différence avec ce qui est réel de ce qui est imaginaire. Simulé. Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, ça veut dire que
même si dans un jeu de rôle, je fais une tirade où je suis sûr de moi, je suis en pleine assertivité, je suis en pleine possession de mes moyens pour convaincre le marchand de faire un rabais ou de convaincre le seigneur de m'épargner la vie, et ben mine de rien, mon cerveau, il câble et j'ai pris ce chemin-là et ça fonctionne. Donc ça, c'est un autre truc aussi, c'est que le cerveau fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est... Mais donc du coup, quand on a conscience de ça, et ben le jeu, il peut permettre de faire n'importe quoi. C'est clair. Il peut permettre si le fait de jouer peut permettre de reprogrammer son cerveau pour pouvoir agir de manière différente. Ouais, de se donner confiance, simuler sans crainte, sans risque, parce que ce n'est qu'un jeu. Au pire, si le jeu s'arrête et j'ai perdu, ou le jeu s'arrête et on recommence, c'est ça. C'est ça le risque. Et c'est marrant, c'est qu'on va dire, on va faire un jeu et ça n'a aucune conséquence sur la vie, et en réalité, ça en aura quand même. Bien sûr. Et c'est tout ça qui fait que on est là aujourd'hui et qu'on sait que c'est un outil merveilleux pour justement amener des changements et finalement du bien-être, une aide. Donc ça, c'est une des voies possibles dans le monde du jeu. Dans le monde professionnel, pour développer la performance, la dynamique, la cohésion notamment. Tu vois d'autres choses à dire, Corentin, là-dessus ? En fait, moi, le message que je voudrais faire aussi passer à des dirigeants, des managers, c'est je pense qu'ils le savent bien, aujourd'hui, ils ont tout intérêt à faire en sorte de développer l'intrapreneuriat dans leurs équipes et d'avoir des personnes qui prennent des initiatives. Et en fait, le jeu permet cet espace où on a le droit à l'erreur. En ça, il est très intéressant. Il permet également de créer des temps forts émotionnellement. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, l'émotion contribue fortement à l'ancrage mémoriel et donc à ce que les expériences vécues soient propices au développement des connaissances et des compétences. Donc, pour moi, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que la définition de jeu, alors on pense tout de suite jeu de société, etc., mais il y a une des définitions du jeu qui est le jeu dans le cadre d'une porte, par exemple, qui est ce petit espace qui est laissé volontairement de liberté pour faire en sorte que le mécanisme fonctionne. Et je trouve que c'est ça en fait qu'on doit aussi apporter dans l'entreprise, cet espace de liberté qui permet de fluidifier la mécanique, le déroulé des activités de l'entreprise. Et donc voilà, c'est une petite analogie par rapport à ça qui est, je trouve, intéressante. Carrément. Avec cette définition-là du jeu aussi. Et peut-être aussi... alors pour moi, il y a un mythe de la personne qui voudrait pas jouer. Oui. J'en ai jamais rencontré encore. Ce que je peux dire aussi là-dessus, c'est en fait, c'est comme quand tu joues avec des amis qui n'ont pas l'habitude de jouer. Tu vas pas commencer par d'une Imperium. Tu vas commencer par un petit jeu sympa. Un Skyjo, maintenant il cartonne. Donc Skyjo, Trio maintenant. Trio, je suis pas à la page. Je suis un vieux con, ça y est. 3 pommes de pain bientôt. Mais voilà, et donc du coup tu commences par ça et après tu vas pouvoir monter. Oui. Et c'est pareil en entreprise, on va pas commencer à faire des bons gros jeux de 2 heures, on va pas. Non, ça peut commencer par des petits trucs. Les gens, on n'est même pas obligé de préciser que c'est un jeu parce que souvent dans certaines boîtes le jeu peut faire peur, mais on va faire une activité et en fait, on va jouer. Mais le plaisir, plus l'ancrage mémoriel, plus... Je pense que ceux qui nous écoutent, je me permets, ils ont envie de vivre ça au travail aussi. Parce qu'en fait, la valeur travail a aussi changé depuis l'événement dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais. Et c'est vrai que trouver du plaisir au travail et autres, et d'avoir de nouvelles façons de travailler... On en a tous envie et besoin, je pense, pour se développer, pour se détendre aussi au travail, et puis pour être innovant, mine de rien. Parce que ça nous permet un peu de sortir de nous-mêmes. Ouais. Parfois, le jeu nous propose d'être quelqu'un d'autre, et en réalité, on est plus souvent, plus encore soi-même dans un jeu que dans le travail. Et en fait, toi, tu le fais très bien, tu développes déjà tout ça. Toi aussi, tu l'as expérimenté beaucoup. Moi, je sais qu'on a utilisé, comme je disais tout à l'heure, des jeux pour révéler des compétences, ou même pour que les gens se rendent compte de leur soi. Ça peut être utilisé notamment en soft skills, en formation soft skills, énormément. Mais pas que, ça peut être aussi très opérationnel. En France, parce que là, on est entre francophones, on a aussi une culture de l'échec qui est quand même encore mal perçue. On peut pas trop se rater. Là où le jeu, en fait, s'autorise à rater et par itération s'améliorer à la prochaine partie, à la prochaine tentative. Le jeu peut être un moteur de bien des choses. Et justement, est-ce que ça peut influencer une nouvelle culture d'entreprise, des nouveaux modèles ? Est-ce que ça peut favoriser le collaboratif ? L'innovation. Pour moi, dans tous les cas,
l'innovation et le collaboratif, c'est compliqué de marcher s'il n'y a pas de plaisir, s'il n'y a pas de moteur, tu sais. Et si on me dit, bon maintenant Simon, t'innoves, ça ne marchera pas. Il faut un certain cadre en fait. Et je pense que le jeu peut permettre, alors le jeu, l'ambiance, sans forcément parler d'un jeu, mais en tout cas de créer cet espace où en fait c'est possible d'essayer, de perdre, de réessayer, de se dire des choses, d'être ensemble, parce que voilà, il y a aussi les jeux coopératifs par exemple où on est ensemble dans une même direction. Comment, tu vois, tout ça, ça peut permettre de créer un contexte qui peut favoriser tout ça. Même quand tu parles de collaboratif, on n'est pas obligé d'être que dans la collaboration, on n'est pas obligé d'être que dans le coopératif. À des moments donnés, c'est bien aussi se taper dessus pour... alors, je parle de jeu hein, mais de se taper dessus pour comprendre c'est quoi les mécanismes relationnels qu'on peut avoir dans le collectif, comment... etc. Mais pour moi, ouais, il y a un... En fait... Je pense que j'apprends, qu'on peut rire et apprendre, et je pense qu'on apprend mieux en s'amusant. Et c'est pas moi qui le dis, c'est les neurosciences. Donc tu vois, il y a vraiment ce côté de créer un espace possible en fait. Le jeu permet ça. Et plus largement, en fait, quand on regarde aussi l'évolution des... on a souvent des articles qui sortent avec des études scientifiques qui sont menées sur, par exemple, les compétences du 21e siècle. On voit qu'au fur et à mesure, là, dans le temps, on est en train de plus en plus de glisser de compétences hard skills vers des compétences plutôt soft skills, comportementales. Et le jeu est très efficace pour ça, pour travailler et faire évoluer les postures à titre individuel. Et forcément, quand on peut travailler avec le jeu aussi sur les compétences de l'équipe et sa capacité à travailler ensemble, en fait. Donc, voilà. Ouais, on peut repérer qui a tel poste, qui sera le plus pertinent pour telle tâche, et ça permet d'identifier les valeurs de chacun et comment ensemble on s'associe pour. Et à contrario, on peut aussi identifier qu'est-ce qui marche pas en fait, tout simplement pour avoir des actions correctives et essayer de trouver quel est l'atome crochu qui nous permet de bien travailler aussi ensemble. Le jeu peut servir aussi à ça. Oui, carrément. Très bien. Quels sont pour vous les principaux obstacles auxquels les entreprises aujourd'hui sont confrontées lorsqu'elles envisagent d'intégrer les éléments de jeu dans leur pratique pro ? Parce que vous avez déjà travaillé, moi aussi, en entreprise là-dessus, et vous avez peut-être rencontré des réticences. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais concrètement, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Alors, réticence à jouer, non. Parce que si les gens qui viennent me chercher viennent aussi me chercher pour ça en fait. Donc du coup, je me suis rarement retrouvé face à des gens qui au final c'est parce que tu fais du jeu, ouais non en fait ça sera pas ça, en tout cas pas les commanditaires, pas responsables de formation, RH, etc. Par contre si je peux donner un exemple, je faisais une formation sur le management en collectivité. Et on faisait un tour de qu'est-ce que vous venez faire ici, voilà, je sais pas, Dominique, 55 ans, je suis dans la fonction publique depuis 30 ans et manager, des formations sur le management, j'en ai fait des tas, quoi. Je suis là parce que je suis obligé d'être là. Sympa. Donc du coup, ça se pas débiner, etc. Et au bout de 2 jours, en fait, jamais j'aurais cru apprendre comme ça, d'avoir du plaisir. C'est pas une formation descendante ou qu'est-ce que c'est que le manager. Non, on est parti de moi pour remonter sur c'est quoi mes forces, c'est quoi mes... Et tout ça, on n'a pas bossé en fait. Mais qu'est-ce que je suis fatigué, qu'est-ce que j'ai appris sur moi, et donc il y a vraiment ce côté... Donc voilà, c'est une expérience qui est assez sympa, en tout cas que je me rappellerai. Mais non, parce que justement, on vient me chercher là-dessus. On vient me chercher pour ça. Voilà. Je sais pas si toi, tu as... Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'on a tout intérêt à, comme sur un certain nombre de sujets, si jamais on se retrouve dans une entreprise où on a un dirigeant qui voit ça d'un mauvais œil, entre guillemets, parce qu'il a l'impression que le travail et le jeu peuvent être antinomiques,
Bon, déjà, à nouveau, hein, je pense qu'il y a beaucoup plus de similitudes entre le jeu et le travail qu'ils ne peuvent le croire. Hein, quand un collaborateur décide de venir dans l'entreprise, c'est qu'il accepte de jouer un rôle dans l'entreprise et il signe un contrat pour ça. Donc, bon, finalement, on peut se poser la question de est-ce que la vie est un jeu, d'ailleurs, au sens global. Mais ça, l'objet d'un émission. Mais voilà, après, si on se retrouve effectivement avec des gens qui sont réticents, c'est comment on fait des petites expérimentations avec des petites équipes. Voilà, différentes transformations culturelles qui ont connu ça, hein, que ce soit sur l'agilité, où on avait parfois des dirigeants qui n'y croyaient pas, mais il y a des petites équipes dans l'entreprise qui sont mises en place, qui ont testé, et puis force est constater que ça a pris et que ça s'est élargi en termes de culture, et je pense que c'est valable pour tout un tas d'autres thématiques de transfo culturel. Voilà. Après, si derrière la question, c'est aussi comment moi, dans mon entreprise, j'aimerais mettre davantage de jeux, mais je suis un peu bloqué, etc. Un truc que je vois de plus en plus et qui peut faciliter ça, c'est tu proposes à tes collègues un midi, on sort les jeux et puis on joue. Et en fait, il y a vraiment ce côté de... le fait de faire ça, il va y avoir forcément des gens dans les équipes que tu savais même pas qu'ils étaient joueurs. C'est ça, attends, j'ai aussi, et puis je ramènerai tel jeu, machin. Et vous allez voir, vous allez être de plus en plus nombreux pour au final dire, en fait, on peut peut-être bouger les choses. Quoi. Vous allez peut-être vous rendre compte que la collègue à qui vous parlez jamais, en fait, elle a les mêmes jeux que vous, elle adore les mêmes jeux que vous. Vous allez créer des atomes crochus avec des gens qui sont dans d'autres directions, et vous allez vous rendre compte que, en fait... ces passions communes, elles peuvent être partageables en entreprise sans aucun problème. C'est ça. Et nous, c'est un peu ce qui est arrivé aussi autour de cette table finalement. Mais et c'est génial parce que en fait, ensemble, on va collaborer, découvrir ensemble, s'apporter, s'alimenter, parce que on s'est rencontrés autour d'un jeu. Donc cette convivialité a permis de créer des choses. Cet épisode aujourd'hui ne serait pas possible si on n'avait pas vécu ce genre de choses. Donc vous voyez comme quoi. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, il faut aussi se laisser porter là-dessus. Et le jeu a été un catalyseur de ça. Complètement. Est-ce que vous avez des exemples concrets de cas où l'utilisation du jeu en entreprise a conduit à des résultats significatifs ? Et je vais prendre une thématique plus précise en espérant que vous ayez un exemple. Sur l'engagement des employés ou sur la résolution de problèmes ou sur le développement des compétences. C'est assez large, ça vous permet de... Je suis sympa. Moi, je vais évoquer un exemple. Alors, nous, typiquement, dans les serious games qu'on a pu créer, on en a un qui est sur le volet de la data. Donc, les enjeux de la donnée dans les entreprises, comment elles sont, comment les analyser, comment prendre des décisions en s'appuyant sur ces données, quels sont tous les enjeux autour de cette analyse de la data et donc de ce qu'il y a derrière. Donc, un certain nombre de prérequis autour de la qualité de données, autour... de la sécurité de ces données, de la conformité, etc. Et puis de comment on peut limiter un peu nos biais cognitifs en ayant ce réflexe d'aller analyser les données quand on a des décisions à prendre. Là, c'est un dispositif qu'on déploie chez un certain nombre de nos clients et pour lesquels on a l'intérêt, c'est que le déroulé pédagogique du Serious Game crée à la fois cette expérience dans un monde un peu immersif, coopératif, où on vient se faire prendre conscience en fait à la fois du réflexe qui est nécessaire et en même temps des difficultés qu'on peut rencontrer quand on prend des décisions basées sur de la data et en même temps donc tout ce temps de débriefing permet d'ancrer les messages et d'inviter au passage à l'action et de ressortir avec une feuille de route en fait en disant moi à titre personnel c'est quoi les engagements que je vais prendre sur cette thématique pour pouvoir tendre vers ce rôle de manager augmenté par la data, par exemple. Et en même temps, qu'est-ce que je peux mettre en place à l'échelle de mon équipe, de mon organisation, pour qu'on puisse aussi de plus en plus appréhender ça. Dans ma formation de coaching, c'est là où je me suis dit, mais en fait, le jeu peut me servir dans mon travail. Et c'est là où j'ai passé le cap. Dans cette formation, j'accompagnais j'avais des personnes individuellement, et c'est en gros dans le cadre de ma formation. Et j'ai commencé à introduire le jeu pour essayer. Ils étaient au courant, c'était pas des cobayes. On a joué avec une personne, ça faisait 7 séances qu'on travaillait ensemble. On travaillait sur la confiance en soi, sur le fait de s'ouvrir aux autres, etc. Et je lui ai dit, écoute, aujourd'hui, si ça te va, on va jouer à The Mind. On a fait une partie de The Mind.
The Mind, pour ceux qui ne connaissent pas, incroyable. Pourquoi c'est incroyable? En fait, parce que c'est ultra simple. Enfin, c'est quoi le principe? 100 cartes numérotées de 1 à 100 qu'il faut poser sur la table. En tout cas, j'ai une carte à la première manche qu'il faut que je pose sur la table dans l'ordre croissant. Donc d'abord la plus petite et jusqu'à la plus grande, qu'on doit tous poser collectivement. C'est un jeu coopératif. Et ça sans parler, sans communiquer. Et c'est incroyable ce qui peut se passer dans ce jeu-là. Donc du coup, on faisait une partie de The Mind à deux et à la fin, ça a duré un quart d'heure. Et à la fin, il m'a dit, en fait, Simon, je me rends compte que j'arrivais pas à te faire confiance. Mais parce qu'en fait, j'arrivais pas à te faire confiance parce qu'avant de te faire confiance à toi, il faut d'abord que je me fasse confiance à moi. Waouh, sacrée révélation. Hein. Wow. Un quart d'heure de jeu, ça valait mieux que les 3 dernières séances qu'on avait fait ensemble. Il avait quel âge? Il y avait une cinquantaine, 55. C'est fou, en 15 minutes à 50-50, se rendre compte de ça. C'est ça. C'est fou. Hein. La séance qui a suivi après, donc on a débriefé là-dessus en séance de coaching, la séance d'après, méconnaissable. Il avait le regard droit devant, souriant, et qu'est-ce qui te fait sourire? En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une demoiselle que j'ai croisée qui m'a souri, elle était jolie, et moi je lui ai rendu ce sourire, et la vie est belle. Waouh! Et je suis marié, j'ai 3 enfants. Attention, c'est pas un côté magique. Hein. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. C'est un enchaînement de choses, bien sûr. Mais en fait, je pense que ce jeu-là, à ce moment-là, m'a fait gagner des séances. Enfin, nous a fait gagner des séances de coaching. En fait, c'est plus impactant. C'était plus vivant. C'était plus. Et des exemples comme ça, j'en ai tout plein. Et en fait, ça part de pas grand-chose, mais c'est cette phase de tiens, je prends un peu de hauteur, qu'est-ce qui s'est passé pour moi? Et c'est de là où c'est du pain béni, où tu comprends beaucoup de choses après sur tes comportements. Voilà. C'est top, merci pour ces exemples. Moi, je pourrais parler. Et toi, tu as un exemple? Voilà, merci. J'en ai plusieurs, donc je ne sais pas trop lequel prendre. Moi, j'ai participé pour la fondation de mon entreprise à la conception d'une signature pédagogique qui, avec des collègues, qui nécessitait de faire rencontrer des décrocheurs scolaires, notamment, avec des pros, et en fait, par le biais d'activités ludiques ou pas, mais toujours dans la pédagogie active. Ouais. Et en fait, il y a un atelier que j'ai fait à partir d'un jeu vidéo coopératif qui s'appelle les Evo, qui en fait on a une tête et 2 bras, on manipule pour aller accrocher des plateformes, et c'est un jeu en fait de plateforme à la Mario et compagnie pour ceux qui connaissent, où en fait on est obligé de coopérer pour aller au bout du niveau, et les niveaux deviennent de plus en plus durs, les défis ne font que se révéler être de plus en plus complexes, et le principe c'est qu'on a fait un atelier qui permet à 4 jeunes de jouer ensemble. Alors, ils ne se connaissent pas en plus, hein, pas forcément. Et on fait 2 équipes. Donc, pendant que les 4 jouent, les autres observent. Et on leur demande d'établir une stratégie, de coopérer pour réussir à s'améliorer. Et on utilise l'itération. Ouais. Et en fait, on se rend compte que certains se sont révélés parce qu'en fait, le formateur a une grille qui permet en fait d'observer les comportements et autres, et donc de discerner en fait qui est plutôt leader, qui est plutôt suiveur, qui est plus à l'écoute, qui est capable de synthétiser, qui est capable de prendre une décision pour les autres aussi, et de leader finalement le reste du groupe. Et cet atelier marche beaucoup, il plaît beaucoup, parce que en fait, ils voient le jeu vidéo autrement que un moyen de s'amuser en fait finalement, et ils se révèlent, ils se disent en fait. Je dis un truc, les gens ils m'écoutent. Moi, je m'en étais pas rendu compte. Ou alors, moi, ça me dérange pas de suivre ce qu'on me dit, mais d'être celui qui a aidé un petit peu. Et en fait, ça permet aussi socialement, finalement, d'essayer de se trouver et de se positionner. On parle encore une fois d'un public qui ne sait pas trop où aller ou comment le faire, ou n'a pas forcément confiance aussi en soi. Ouais. Et de se révéler sur des petites choses comme ça, toutes bêtes, ça a permis à certains de se construire un peu ou de s'identifier un petit peu pour aller choper les prochaines étapes. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ouais. On pourrait parler aussi de sensibilisation. Hein. Moi, je travaille sur des sujets de transition écologique. Et donc, il faut prendre conscience de ce qui existe, ce qui va arriver. Et on parlait notamment avec Corentin de jeux qui permettent de comprendre l'impact environnemental d'un produit, par exemple, électroménager, lié à sa fabrication, son utilisation. Et sur quoi on peut jouer pour réduire cet impact? On va utiliser des jeux
Et parfois, on va utiliser des jeux qui existent déjà. Toi, tu parlais de The Mind. Finalement, tu as pris le jeu tel qu'il est dans le commerce. Tu l'as joué tel qu'il était prévu. Des fois, ça va être un jeu qu'on va créer de toutes pièces, inspiré bien sûr de méthodes de neurosciences, de neuropédagogie, pour les appliquer dans un jeu avec des mécaniques connues dans d'autres jeux qui existent ou qui, des fois, sont très originales aussi. Et cet assemblage, finalement, fait que on va répondre à des objectifs, des besoins, des demandes. Ouais. C'est ça. Alors, le fait, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça, hein, mais le fait de prendre un jeu du commerce qui existe vraiment et de s'en servir après pour... c'est la ludification. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, la transposition. Ouais, c'est ça. Donc, un beau petit mot français en plus. Mais québécois, on pourrait dire. Ouais, peut-être, hein, je pense. C'est plutôt les Québécois qui ont tendance à franciser énormément. Mais c'est ça, c'est toujours... si on n'oublie pas l'objectif pédagogique de 1, en tout cas de pourquoi on joue, et après de comment c'est mené le débriefing. C'est ça qui va faire que... Exactement. C'est quand tu avec tes jeunes, bah voilà, comment ça s'est passé, qui est-ce qui a pris le... C'est ça qui va être important et qui va faire qu'on peut monter. Sinon, on aura passé un bon moment parce qu'on aura joué, mais ça fera plouf. Enfin, c'est pas dangereux, mais on se sera amusé, quoi. C'est tout. Donc, en effet, le débrief est super important. C'est ça. Parce que sinon, ça serait que du jeu, en réalité. Et parfois, ça peut être suffisant. Si l'objectif est de jouer, de créer du lien, de passer un bon moment, ça peut être juste ça. C'est pas obligé d'être sérieux tout le temps. Bah justement. Si on fait pas de débriefing, ce que chacun va apprendre du jeu dépend de son niveau de métacognition. Exactement. Peux-tu définir métacognition? Parce que tout le monde ne connaît pas. En quelle mesure est-ce que la personne est capable de prendre du recul sur ce qu'elle vient de vivre? En fait, je le dirais plutôt comme ça. En tout cas, là, et on peut laisser chacun avec sa perception. L'intérêt de faire un débriefing, c'est aussi qu'il soit collectif et de croiser les regards sur l'expérience qu'on vient de vivre. Parce que moi, j'ai vécu, vu de ma porte, vu de ma fenêtre, n'est pas forcément ce qu'a vécu l'autre personne. Moi, j'ai eu le sentiment qu'on a performé, sauf que je me suis peut-être pas rendu compte que dans notre envie de gagner ensemble, j'ai peut-être un peu trop imposé mes choix, par exemple, et que la personne qui est en face de moi, ok, on a gagné, mais par contre, elle s'y est pas retrouvée, en fait. Et donc, c'est là aussi où c'est important de faire un débriefing collectif. Sinon, chacun repart avec ses propres idées de à quel point le jeu a été... on a été performant dans le jeu, et donc quels sont les enseignements que j'en tire, en fait. Exactement. Ouais, c'est vrai. Et en fait, on parle de débrief, on parle de transposition, qui n'est pas tout à fait la même chose. Et en fait, il y a plein d'étapes importantes, en effet, pour cadrer ça. Là, on parle donc de débriefing, tout ça. On doit juger, parce qu'on est dans un contexte professionnel, on doit juger de la pertinence ou de la portée de ce qu'on vient de faire. Donc, du coup, quels critères vous considérez qu'il faut prendre en compte pour juger de la pertinence et de l'efficacité d'une action où il y a eu de la pédagogie active, de la ludopédagogie ou un serious game, par exemple? C'est quoi les critères qui font qu'on peut se dire « ouais, on a réussi » ? Ouais, alors... pour moi, cette question-là, elle est compliquée à répondre aussi parce que, justement, on travaille... moi, quand j'utilise le jeu, souvent, je travaille soit sur les soft skills, soit sur les compétences internes qui sont compliquées à quantifier, à évaluer. Par contre, ça va être sur la manière dont l'activité, je mets l'activité en sens global parce que ça peut être plein de trucs différents, a permis de prendre du recul et à travailler et autant sur l'individu que sur le collectif. Parce qu'en fait, ce que j'adore dans le jeu, c'est surtout qu'il peut être collectif, il est souvent collectif, parce que je peux jouer tout seul. Oui. Prochaine question, ouais. Bien sûr. Ok. Ouais, jeu vidéo. Ok, oui. Tu joues contre le jeu, donc tu... Ah, mais est-ce que je peux jouer moi tout seul? Ouais, si, je peux me faire je me fais souvent des propres jeux dans ma tête, d'ailleurs. Ouais. Je suis rassuré, je suis pas tout seul. Ça va. Bon, bref. C'est ce côté aussi où ça permet de travailler sur le collectif. Et après, non, on sera plutôt sur du qualitatif que sur du quantitatif, tu vois, je pense. Ou alors après, si, sur comment ils ont pris, comment ils ont vécu l'expérience, etc. Mais c'est vraiment sur cette prise de recul qui est important, je pense. Je sais pas si... Pas évident comme question. Non, en fait, la question est pas simple et... Alors, il y a peut-être aussi il y a quelque chose forcément pour moi on va évaluer l'efficience de la séquence ludopédagogique au regard des objectifs pédagogiques utilitaires qu'on s'était fixés dessus. Ouais. Donc ça dépend déjà aussi quels sont les objectifs pédagogiques utilitaires. Et d'ailleurs, il y a la ludopédagogie, ça reste
un des axes de la pédagogie active. Il y en a d'autres. C'est un moyen. C'est un moyen. Oui. C'est pas le seul. Il faut pas forcément vouloir faire des journées complètes de formation. Des de fois, c'est pas pertinent. Ça, il faudrait qu'on en Mais parle. il y a des sujets qui sont pas pertinents. Il y a des sujets qui sont pas forcément abordés. Tout à fait. Exactement. Donc c'est avoir quand même cette prise de recul, de se dire là j'ai une séquence. Finalement, quels sont les critères qui font que la ludopédagogie peut être un bon moyen de l'aborder? Déjà, forcément, on va devoir prendre en compte un certain nombre de contraintes. Quel est le nombre de participants? Quel est le timing que j'ai à ma disposition? Quel est le type de matériel auquel je peux avoir accès? Bon, ok, ça c'est un point important. Et il y a pas mal de jeux qui se recréent, ne serait-ce que parce que, même si les objectifs pédagogiques sont les mêmes, j'ai pas les mêmes contraintes en termes de nombre de participants, de matériel, et donc je vais créer un nouveau jeu. Ça, c'est un point. Après, il y a forcément, je dirais, jusqu'où j'ai envie d'aller dans mes objectifs pédagogiques. Est-ce que je suis sur du partage de connaissances ou est-ce que j'ai envie de travailler sur vraiment des éléments de posture et de savoir-faire? Et on se rend compte quand même que là où la ludopédagogie prend toute sa force, c'est quand on est plutôt sur travailler les hard skills et les soft skills au-delà de la connaissance. Parce que si on est sur de la connaissance, on a souvent quand même d'autres moyens pédagogiques qui sont plus efficaces d'un point de vue timing pour pouvoir atteindre les mêmes objectifs. Voilà. On est d'accord. Donc ça, c'est quelques pistes, je dirais, par rapport à cette réflexion-là. Après, dans les travaux de recherche aussi, qui sont menés là, autour de justement l'efficience de la ludopédagogie en tant que pédagogie active, on se rend compte que dans une évaluation des acquis à chaud, il n'y a pas toujours de grands écarts en fait, entre une pédagogie un peu plus descendante et une pédagogie ludique. Là où on a un écart, c'est sur l'évaluation à froid et l'ancrage mémoriel, ce qui est resté en fait quelques mois après l'expérience de jeu. Pour une raison simple, c'est que quand on fait, on retient. Et la ludopédagogie ou la pédagogie globalement active, parce que ça reste des sous-catégories de catégories, généralement. Voilà, pour moi, les indicateurs sur ce genre de choses, tu as raison, et c'est ce que les études nous disent de toute façon, c'est que quand tu fais, tu retiens. Quand tu entends quelqu'un qui te fait un cours magistral, en fait, tu vas retenir le chiffre, c'est 10%. Et si tu observes quelqu'un en train de le faire, c'est déjà une méthode d'apprentissage, le mimétisme et compagnie. Mais moi, ce que je vois, c'est justement, en fait, une formation souvent, et ça, c'est une erreur, je pense, c'est on le fait une fois et c'est fini. Mais le one shot, on sait très bien que ça marche pas. En fait, il faut répéter parce que on a tendance à oublier, retomber dans les habitudes, dans les contraintes du quotidien qui nous obligent à revenir sur un modèle initial par sécurité. C'est notre striatum qui. J'aime bien que ça réagisse quand je dis striatum. C'est une partie du cerveau qui conditionne un petit peu nos motivations, nos leviers d'action. Pas que, je vais vulgarise énormément, mais c'est intéressant parce que c'est aussi celui qui nous encourage à faire le moins d'efforts. Et donc, c'est pour ça qu'on revient à nos habitudes, malheureusement. Donc, pour que ça marche, il faut qu'il y ait un gros déclic, donc le facteur émotionnel. Exactement. Donc là, c'est ça aussi, c'est sur le retour d'expérience des personnes qui ont suivi ces formations, d'aller les interroger bien plus tard pour dire, est-ce qu'il y a des trucs qui te restent que ce soit une acquisition de connaissances, un changement de posture ou un changement de discours, un changement de méthode de travail aussi. Et on peut le voir, en fait, mais on est obligé de suivre à long terme, finalement, nos apprenants pour s'en rendre compte. Et juste à chaud, comme tu dis, c'est pas assez, en fait. Et pour rebondir sur ce que tu viens d'évoquer, moi, il y a un point que je partage aussi souvent avec les étudiants du DU Apprendre par le jeu, dans lequel j'interviens en tant que formateur. C'est que, du coup, effectivement, on est en train de mettre le point sur le fait à quel point c'est important, à travers l'expérience ludique, de créer l'émotion pour favoriser l'ancrage mémoriel. Mais on pourrait avoir cette croyance de dire, forcément, vu que c'est du jeu, c'est forcément de la joie ou du fun qui est derrière. Non, pas forcément, en fait. Le jeu peut développer plein d'autres émotions, même qu'on pourrait considérer a priori comme des émotions un peu plus négatives. De la peur, de la frustration. Là, je vois Simon qui trépigne, il va nous parler de frustration. Des émotions plus désagréables. Et pour autant, la puissance de cette émotion fera qu'il y aura un vrai impact tout à fait. de la séquence ludopédagogique sur la personne et sur son comportement et ses compétences. Ça, je me rappelle de parties de jeux de rôle où j'ai jamais eu autant peur, où j'ai jamais été autant triste d'avoir la mort d'un personnage, d'avoir... Enfin, et ça,
c'est marqué, en fait. Ça restera des choses qui sont marquées chez moi, parce que c'est... Je repense à mon père qui me disait non mais Simon, il n'y a pas de backmagic quand je jouais à... Et en fait, c'est parce que au final, si je retenais davantage les cartes, les combos, les machins, que les formules de maths qu'il fallait que j'apprenne. Ou voilà, il y a un moment donné, je pouvais citer les 150 Pokémon par cœur, tu vois. Mais parce que du coup, il y a du plaisir derrière, il y a du machin. Bon bref, c'est une petite digression, mais c'est hyper intéressant. ça me fait penser à ça, quoi. Mais t'as des ateliers où tu génères la frustration. Oui, ah ouais. Ah ouais, j'aime bien, ouais, c'est bien. si. Mais pourquoi tu la génères? Parce que, en fait, c'est vraiment ce principe de plutôt que de parler des émotions, on va les vivre. Et donc, du coup, c'est comment... je vais prendre l'exemple d'un serious game que j'ai créé en vacances ensemble, c'est comment on travaille en équipe. Et on a un objectif collectif qui est de partir en vacances ensemble. Et on a chacun un objectif individuel pour partir en vacances ensemble, ok, mais j'ai chacun un objectif avec un personnage. On a chacun une motivation, voilà, quelque chose à accomplir pendant les vacances qui est cool pour nous. C'est ça. Ça, c'est précieux, c'est à moi. D'accord ? La carte, elle est précieuse, c'est à moi. Et donc, du coup, 20 minutes pour faire le jeu. Donc, ce qui est cool, c'est qu'en 20 minutes, il y a déjà énormément de choses qui vont se passer sur la manière d'interagir, de ne pas être entendu, d'être entendu, de s'imposer, de machin. Et ça crée plein de trucs. Bien sûr. Et en plus de ça, c'est la manière dont la consigne elle est expliquée, elle est mise en place et elle est traitée. Il y a plein de façons de la comprendre de manière différente. Quand je dis vous gagnez un point de manière individuelle, si vous réussissez à partir en vacances ensemble, et vous gagnez un point de manière collective, est-ce que je gagne 2 points ? Est-ce qu'on gagne 2 points par personne ? Donc du coup, rien que ça, c'est comment je me conditionne dans le travail d'équipe. Est-ce que c'est... non, moi je l'avais compris de manière collective. Ah non, moi j'ai gagné 2 points, moi. Tu vois, donc déjà là, ça crée de machin. Et deuxième truc où j'explique, voilà, dans le jeu, il y a une fois où ça arrive, c'était d'ailleurs avec Corentin, où il y a un groupe qui a terminé le jeu en 3 minutes. Alors que vous, en 20 minutes, c'était tout juste. Ah ouais, mais comment ils ont fait ? Ils sont partis de leurs contraintes. Ouais, mais non, on pouvait pas montrer. T'as dit que c'était caché. Non, j'ai dit que c'était précieux. C'est pas pareil. Et en fait, du coup, dans la manière dont moi je comprends les choses, quand c'est précieux, je dois cacher, je dois pas montrer. C'est vocateur, ça. Ouais. Et donc, du coup, et je fais le parallèle de l'objectif individuel sur mes besoins. Et donc, à quel point je peux afficher mes besoins individuels dans le collectif ? À quel point je peux partager mes attentes et est-ce que le travail d'équipe, c'est pas, au final, aller dans un but commun, je pense, et en même temps, laisser de la place dans les individualités de chacun. Mais pour ça, ça crée de l'agacement, ça crée de la frustration, ça crée de la peur aussi, parce que mine de rien, il nous reste 5 minutes, il faut qu'on termine. Enfin, de la peur, il y a d'autres jeux que j'utilise pour ça. Mais ça crée de l'émotion. Et ça, déjà, ça permet de la vivre et de vivre de ce qui est là, maintenant, ici, tout de suite, et pas sur ah ouais, il y a 3 semaines, tu te rappelles quand Véronique, à la cafette, elle m'a dit que... Non, là, on va travailler sur ce qui se passe maintenant. On va travailler sur votre travail d'équipe de maintenant, ici, pas avant. On va créer, comme dirait en Gestalt, une approche psychologique, c'est l'ici et maintenant. Tu vois, et c'est ça qui est intéressant pour moi. C'est ça que je viens chercher quand je viens créer. Je parle d'expérience ludique. On va vivre quelque chose et après, on va pouvoir se servir de ça pour débriefer. Exactement. Ouais, tu génères par le jeu tout un tas d'émotions. Ouais. Et ensuite, c'est ce fameux débrief. C'est ça. Qui n'est pas forcément que un débrief. Ça peut être une formation derrière. Ah, bien sûr. Qui permet d'identifier chacune des émotions, les nommer, de savoir... Tiens, quand je ressens ça, comment tu peux réagir ? C'est ça. Et donc là, on peut dérouler en fait. Donc des fois, ça peut être une excellente introduction. Ah oui. Comme des fois, ça peut être un moyen d'identifier, on a vu, des compétences. Mais dans tous les cas, c'est le débrief qui va faire que. C'est ça. Et tu peux le même jeu, le même moment vécu, tu peux le débriefer de manière différente en fonction toujours de l'objectif qui est derrière. Et donc, je vais proposer un truc, parce que les personnes qui nous suivent sont peut-être pas du tout ludopédagogues, ni serious game designer ou autre, ou même formateurs, même pas du tout. Il y a peut-être des familles qui nous regardent, ou des parents ou autres. S'ils devaient s'essayer, finalement, au premier niveau basique de la ludopédagogie, ou de cette transposition, ou de cette analyse d'après-partie, quelles seraient, par exemple, les 3 questions qui pourraient se poser après une partie pour aller essayer de tenter leur premier débrief ? Pour moi, c'est toujours les 3 mêmes. Qu'est-ce que j'ai fait pendant la partie ?
Qu'est-ce que tu as fait? J'ai négocié avec... je reprends l'exemple de Concat. J'ai négocié avec Robin parce que du coup, je savais que lui, il était moins cher. Ok. Qu'est-ce que tu as ressenti dans la partie? À un moment, j'ai senti que je me faisais rouler par papa. Et qu'est-ce que tu veux? Comment tu peux faire? Comment tu peux capitaliser ça? Qu'est-ce que tu peux faire dans la prochaine partie? Comment tu voudrais changer les choses? Comment tu voudrais... etc. Pour moi, ces 3 questions-là, vous êtes déjà bien. Ouais, moi, je suis embêté parce que ça allait être les mêmes, en fait. Ah bah oui, j'imagine. Mais c'est logique, en fait. Ah oui, c'est qu'est-ce que j'ai fait, comment je me suis senti et qu'est-ce que je veux en faire de ça. Et en fait, tu as déjà 3 questions, mais qui peuvent être la base pour tous les débriefs, en fait. J'en ai 3 autres, comme ça, Corentin va galérer avec les suivantes. Merci les gars. Moi, c'est qu'est-ce qui fait que tu as gagné? Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as perdu? Et en effet, il y a qu'est-ce que tu vas mettre en place pour ne plus perdre ou pour gagner la prochaine fois. Et globalement, c'est est-ce que tu as la sensation que c'est toi qui t'as amené à la victoire ou les erreurs des autres? Voilà, ça c'est un truc que moi je me pose quand je veux jouer à une partie. Est-ce que mon erreur est de mon fait directement? Enfin, à quel pourcentage de ma part est lié à ma défaite ou à ma victoire? Ou est-ce que c'est l'autre qui est meilleur? Ou est-ce que c'est simplement l'autre? Et en fait, comme j'ai joué en compétition à des jeux de cartes à collectionner, et si jamais ils regardent cette vidéo, ils vont se marrer. En fait, je joue avec des joueurs qui sont à un niveau phénoménal. Ouais. Et en fait, j'ai mis du temps à me rendre compte que j'étais pas nul. C'était eux qui étaient bien meilleurs que la moyenne. C'est bête, hein. Et je me dis, dans ce groupe-là, je les adore, et j'adore jouer avec eux parce que j'apprends énormément en jouant à leur contact. Mais ils vont à un niveau de réflexion sur le jeu, d'analyse, et de méta. Là, on parle de jeu de cartes à collectionner, mais ils font du theory crafting, c'est-à-dire que quand ils ne jouent pas, ils étudient le jeu pour être meilleurs à la prochaine partie. Donc, vous imaginez le niveau de... Et c'est des gens qui travaillent dans des domaines de recherche, de développement, d'analyse financière. Enfin, c'est voilà. Et donc... je me pose cette question depuis que je joue avec eux. Et je me dis, tiens, la prochaine partie, je vais faire quoi de mieux? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est eux? Est-ce que, en fait, c'est une mauvaise décision que j'ai prise? Et en fait, ça permet, au-delà en fait, de la partie qu'on vient de vivre, du jeu de société auquel on vient de jouer, pour le plaisir en plus, hein, Herbert Léonard, si tu nous écoutes, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux tirer de cette partie, même si elle était pour le fun, pour le reste de ma vie, en fait. Donc on n'est pas obligé de le faire. Moi, je trouve ça intéressant parce que ça permet d'être un meilleur joueur et peut-être une meilleure version de soi-même demain, je sais pas. Corentin, après ça, qu'est-ce que tu as envie de dire? Du coup, j'ai envie d'amener la variante d'une séquence ludopédagogique du coup de ces questions quand on sort un peu du contexte familial et qu'on va plutôt sur la formation. Par exemple, la première question que j'aime bien poser, c'est vraiment d'abord sur comment vous avez vécu l'expérience, comment vous avez vécu. Pour d'abord parler des émotions, finalement. Après, voilà, ça, des trucs qui s'essayent aussi, qui se testent, mais l'ordre dans lequel on amène ces questions dans le débriefing, moi, j'aime bien en tout cas démarrer d'abord par celle-là, pour, notamment quand il y a un ou deux frustrés de ce qui vient de se passer, on part d'abord de la frustration avant d'arriver sur quelle stratégie vous avez mis en place, quel choix vous avez fait ou quelles difficultés vous avez rencontrées. Où là, on prend du recul. En fait, j'ai vécu cette émotion, mais en fait, j'ai vécu cette émotion parce que j'ai fait tel choix ou telles actions de telle manière. Et ensuite, on vient sur soit qu'est-ce que vous avez le sentiment d'avoir appris, soit même sur entre ce que vous venez de vivre dans l'expérience ludopédagogique actuelle et ce que vous vivez au quotidien, quelles sont les similitudes ou au contraire les différences. Et ça, je trouve que c'est une bonne dernière question aussi pour faciliter cette transposition et cette prise de recul entre finalement, c'est vrai que je me rends compte que ce que je viens de faire là, je peux avoir le même comportement. Alors, je suis pas dans le monde western quotidien, mais en fait, pour autant, telle manière de penser, telle manière d'agir, je peux l'avoir aussi. Et donc, comment je prends du recul par rapport à ça? Très bien. Qu'est-ce que j'ai fait dans le jeu qui pourrait être le reflet de la réalité dans ma vie? Ça, c'est là où les gens te regardent bizarre. Et après, ok, je vois. Et pouf. Je sais plus qui, un vieux philosophe qui disait qu'on connaît mieux quelqu'un en une partie avec lui qu'en une vie passée à ses côtés. C'est ça. On est d'accord ou pas, mais dans les faits, c'est vrai que on rencontre quelqu'un qu'on connaît depuis quelques temps, on n'a jamais joué avec lui, on fait une partie avec, on fait mais qu'est-ce qu'il est fourbe celui-là au final. Et en fait, j'avais pas vu cette identité chez toi. Ou au contraire, beaucoup plus expansif que. Donc je suis vraiment pour moi ce côté le jeu pour la révélation de choses, que ce soit des sentiments, des sensations, des compétences. Mais voilà.
Donc si vous regardez les vidéos, vous avez eu quand même pas mal de conseils pour vous tenter déjà une première analyse d'après-partie qui peut amener à du développement personnel, des formations ou autres. Donc merci pour ces conseils déjà. Je continue, on a 2 dernières questions. Allez. Que souhaitez-vous on revient à Ludinor Pro, que souhaitez-vous aux visiteurs de Ludinor Pro et quelles découvertes vont-ils faire? En fait, ce que je voudrais, c'est qu'ils passent un bon temps et qu'ils apprennent plein de choses dans les questions qu'eux sont venus chercher, parce qu'ils choisissent les ateliers qu'eux vont aller voir. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Ouais, et ils vont du coup chercher en fonction de leurs besoins. Mais moi, ce que je leur souhaite, c'est vraiment que derrière, ils puissent le réutiliser dans leur... ou en tout cas, se mettre un plan d'action pour l'utiliser dans leur travail. C'est vraiment ce côté de... OK, c'est pour sortir de... C'était sympa, mais ce que tu disais, mais on revient dans la routine quotidienne. Voilà, moi, ça serait vraiment sur comment on peut passer à l'action derrière. Très bien. Toi, Quentin? Je leur souhaite déjà de bien le préparer, ce Ludinor Pro, parce que c'est vrai qu'on a un beau programme qui est bien fourni, avec des conférences, des tables rondes, des ateliers, des stands, où on a volontairement des conférences, des tables rondes qui sont plus spécifiques pour tel ou tel type de rôle, par exemple, si je suis enseignant, si je suis travailleur dans le médico-social, si je suis RH, voilà. Donc bien préparé par rapport à ça, bien préparé aussi par rapport aux objectifs. Est-ce que je viens pour découvrir des solutions qui existent? Tiens, j'ai une formation sur la RSE à construire et là, typiquement, n'hésitez pas à venir. Il y a plein de solutions qui sont présentées, par exemple, et avec la RSE au sens large. Ouais, c'est cool. C'est carrément cool d'avoir pas mal de solutions proposées par rapport à ça. Mais il y en a qui viennent aussi plutôt dans l'optique de j'ai envie de créer mon propre jeu. Il y a des ateliers et des conférences spécifiques là-dessus. Il y en a qui vont venir plutôt avec une optique de j'ai envie de me former ou de réseauter sur ces sujets-là. Et à nouveau, il y a des ateliers spécifiques là-dessus. Donc de bien préparer ce temps-là, de le vivre pleinement. D'en profiter aussi pour aller échanger avec les experts, aller échanger avec les autres personnes qui sont là. Je pense qu'une de nos fiertés, c'est vraiment la diversité du public qui vient. On a du secteur public, du secteur privé, de l'éducation, des associations, des indépendants. Et en même temps, ils viennent avec cette même envie de fédérer, d'apprendre par le jeu. Et on peut parfois en apprendre plus si on est RH en échangeant avec... une orthophoniste, avec un prof d'école primaire, qu'en échangeant avec un père, en fait. Parce qu'on voit d'autres choses de tiens, comment il a adapté le jeu à tel public. Et donc ça, c'est aussi une des richesses qu'on a envie d'amener à travers cette édition de Ludinor Pro. Donc venez nombreux les 3-4 avril. Il y a vraiment ce côté de vous n'êtes pas seul, en vrai. Ça me faisait marrer depuis tout à l'heure, mais... c'est quelque chose que nous ont dit et les visiteurs et les exposants de l'année passée, la première édition. En fait, ça fait du bien de voir qu'il y a autant de monde qui partage ces sujets-là, en fait. Et en fait, des personnes qui veulent utiliser le jeu en entreprise, mais il y en a pléthore. Et donc, du coup, il y a vraiment ce côté aussi. Peut-être que dans votre boîte, quand vous proposez de la ludopédagogie, vous êtes Luluberlu qui... mais en tout cas, c'est pas le cas. Et peut-être que ça peut être aussi, on cherchait sur comment je peux mettre en place comment je peux mettre en place du ludique en entreprise. Et en fait, venir à Ludinor Pro, ça peut aussi vous aider à avoir des argumentaires, pour là-dessus. Et on a quand même plusieurs maîtres de conférences en université qui viennent montrer les recherches universitaires, recherches sérieuses, sur pourquoi le jeu il est l'impact du jeu, le bénéfice du jeu et la neuroscience, la neuropédagogie. Et donc, en fait, c'est mieux connaître comment l'humain fonctionne, le cerveau humain fonctionne, et comment utiliser finalement le jeu pour activer certaines zones du cerveau, pour déclencher soit des émotions, comme on l'a dit, des enseignements ou autres, ou des prises de conscience. Et c'était très très riche. J'ai quand même une question de Nostradamus pour terminer. Quel développement ou tendance vous prévoyez dans le domaine de la ludopédagogie, du serious game? D'après vous, comment cela va influencer, et vous faites partie de ces acteurs qui vont le faire d'ailleurs, influencer les pratiques professionnelles et l'innovation dans les entreprises? C'est le moment de rêver et en même temps d'essayer d'être tangible. Moi, je pense que
comment je veux dire ça, on en parlait en off tout à l'heure, mais que les éditeurs de jeux, des vrais jeux, des jeux pour le jeu. Pour le jeu. Ça commence à... Il y a de plus en plus d'éditeurs qui commencent à se tourner vers le serious gaming. Exactement, ouais. Et je pense qu'ils commencent à se rendre compte que... Alors, c'est un marché, qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et je pense que ça peut aussi... qu'il y a un truc à faire. En fait, je pense que le futur, il est à la professionnalisation du serious gaming. Je pense notamment à nos copains du syndicat des serious gamers. Ouais. Et enfin voilà, tu vois, il y a ce côté-là. Et que de plus en plus, on va sur une légitimité du jeu en entreprise. Et voir dans quelques années, mais pas grand-chose, qu'on n'a plus de questions à se poser là-dessus, quoi. Là, je suis très content. Je viens de terminer un cours que je donnais en fac Master 2 en RH sur gamifier mes pratiques RH. Donc, tu vois, ça commence déjà à rentrer dans l'enseignement. Ça rentrera dans les pratiques nécessairement. C'est ça. Donc, on est encore sur les jeunes qui sont encore à la fac, mais eux, ils sont en alternance déjà depuis 2 ans et c'est les futurs managers RH, DRH dans quelques années, quoi, tu vois. Donc, il y a vraiment déjà ce truc où c'est rentré dans les mœurs. Je suis complètement en phase avec ce qui vient d'être dit. Je pense que voilà, ça va se structurer à la fois avec des éditeurs de jeux classiques qui vont faire du serious game. Je pense aussi que les initiatives un peu personnelles de lancement de structures autour de la ludopédagogie, du serious game vont grandir aussi. Avec l'évolution des besoins, en fait, tout simplement. Vont peut-être se rassembler aussi. Ça, c'est probable. En tout cas, se donner une vitrine commune. Je pense que ça peut, c'est un vrai enjeu, en tout cas, à mon sens, pour continuer à faire rayonner cette pratique. Voilà, donc je vois bien ces deux éléments-là, au moins en termes de tendance. Et après, je pense qu'il y a... On le voit bien là dans les experts qui viennent, on a différents modèles économiques qui se mettent en place et qui vont répondre à différents besoins au niveau des personnes qui ont besoin d'être accompagnées, que ce soit et en fait, il y en a qui créent des jeux pédagogiques qui portent le débrief, en tout cas avec un petit guide d'utilisation. J'achète le jeu, je peux m'approprier le débriefing et l'animer. Oui, tout à fait. On a d'autres jeux pédagogiques où il vaut mieux quand même que l'animateur, il ait quand même un certain bagage. Exact. Qu'il ait l'habitude d'animer ce jeu-là, et donc on est plutôt sur, je viens chercher une prestation d'animation. Exact. Voilà. Et donc déjà, on voit bien qu'il y a une distinction entre ces temps-là, et puis on a le jeu pour la formation, on a aussi le jeu pour la facilitation, donc là vraiment travailler sur comment on fait émerger des idées, une vision d'entreprise, d'idéation à travers le jeu. Voilà, donc je pense que vraiment c'est en train de se structurer et de se professionnaliser, et c'est aussi pour ça que c'est chouette d'avoir un salon en pleine émergence dans cette période-là. Carrément. Philippe Lépinard, qui est donc enseignant-chercheur à Paris. À quoi ? À l'IAE. IAE, merci. IAE de Paris. Qui clôturait l'Udinor Pro première édition. Et qui disait, voilà, il y a eu tout un temps où dans l'histoire de la ludopédagogie française, c'était une question de chercheurs. Les chercheurs qui essaient de comprendre comment c'est intéressant d'apprendre par le jeu, comment ça pouvait avoir un impact. Puis, il y a eu une autre période où ça a été pris par les professionnels, où on a vu des professionnels de la ludopédagogie se mettre en place. On a vu des structures qui accompagnaient la ludopédagogie, gamification. Donc, et ce qu'il avait terminé là-dessus, sur l'Udinor Pro, on rentre dans une troisième phase où en fait, on est ensemble, chercheurs et professionnels, à créer quelque chose ensemble. Et il disait, voilà, l'exemple qu'on a eu vécu l'année passée, c'était vraiment ça, où en fait, c'est les chercheurs qui vont influencer les chercheurs universitaires, qui vont influencer les professionnels, qui vont aussi influencer les chercheurs. Et tu vois, il y a un truc qui est en train de se... Donc, on est vraiment sur, en tout cas, d'après Philippe, si je n'ai pas déformé ses propos, il me le dira si c'est le cas, mais en tout cas, on est sur un moment un peu très intéressant, en tout cas, sur ce sujet-là. Il y a des très vieux écrits sur les jeux, sur l'histoire du jeu, sur l'impact sociétal qu'il peut y avoir, sur l'enseignement.
On peut parler de la Wallée, par exemple. Oui. À quel point ça a un impact, et c'est même un moteur d'apprentissage. Vous pourrez vous renseigner sur Wikipédia si vous voulez. Mais moi, ce que je pressens, c'est une vraie professionnalisation. Il y a des gens qui le font en intuitif. Ça fait partie de ces métiers, je pense, la ludo-pédagogie. Et d'ailleurs, je sais qu'il y aura une prise de parole là-dessus pendant le Ludinor Pro, avec qu'est-ce qui nous prépare dans notre parcours professionnel à devenir peut-être ludopédagogue, serious game designer et autres. Et je pense qu'il y aura de plus en plus dans les entreprises des personnes qui auront comme poste serious game designer, ludopédagogue ou expert en pédagogie active, si on prend certains degrés en fait, d'autres. Et on en connaît quelques-uns qui sont sur leur fiche de poste, sur leur fiche de salaire, c'est écrit serious game designer. Je pense que ça va se multiplier parce que en fait, ce qu'on peut souhaiter aux gens, c'est de prendre plus de plaisir au travail, notamment par ces biais-là, d'avoir des outils qui sont plus agréables en fait à utiliser que d'autres, et que on est sur peut-être encore une période un peu adolescente quand même dans le monde pro, je pense. Même si dans le monde du jeu, là, on est sur une fin de l'adolescence dans le monde du jeu pour le jeu, parce que les personnes qui nous regardent sont aussi des joueurs, et pas que des professionnels. Et c'est en train de se réunir, se renforcer, de se maturer, comme vous l'avez dit, de se concentrer. Et on part vers de très belles années pour ce monde du serious game, de la pédagogie. Et finalement, on va se dire, concrètement pour nous, de très bons moments avec des professionnels, des collègues, pour aider en fait tout ce beau monde à travailler mieux ensemble, et mieux se comprendre, mieux se connaître. Parce que finalement, l'objectif, c'est ça, derrière. Donc... merci pour tous ces échanges. On arrive à la fin de cet épisode. Et ce premier épisode de, je l'espère, une longue série. En tout cas, moi, j'ai trouvé des invités à inviter la prochaine fois. Je ne sais pas si vous seriez présents. Ah ouais, si. Oui, avec plaisir. Super. Cool. Est-ce que vous avez un dernier mot à partager aux personnes qui nous écoutent? Dernier mot, n'hésitez pas à vous lancer, à jouer le jeu. En tout cas, ça commence toujours par là. Il y a une première fois, il y a vraiment ce côté organiser un midi jeu de société, et vous allez voir que vous n'allez pas être tout seul, quoi, vraiment. Je pense. Ouais, complètement. Se lancer, s'entraîner à présenter, à animer un jeu déjà. Et puis après, comment je rajoute le côté ludopédagogie, comment j'anime un débriefing pédagogique à l'issue d'un jeu. Et puis, venez vous inspirer à Ludinor Pro. Exactement, tout à fait. Puis, s'il y a vraiment des trucs, si c'est un sujet qui intéresse vraiment, il y a pléthore de trucs sur c'est quoi les jeux qu'on peut utiliser, c'est quoi les... Et ça sera l'objet des prochains épisodes. Ouais, pour ça, il y a pléthore de trucs à... Exactement, et c'est pour ça que si ça vous a plu, en fait, mettez des commentaires simplement sur les sujets que vous voulez voir aborder, sur les questions que vous pouvez avoir pour Corentin, Simon et moi. Je pense qu'on a on vient de générer une vraie énergie, une envie de créer d'autres contenus, parce qu'on veut aider toutes ces personnes à prendre en main ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous avez découvert. Donc, on leur propose un débrief, du coup. Ah oui, c'est ça. En commentaire, comment vous êtes senti, quelle émotion avez-vous ressenti, qu'est-ce que vous retenez, le plus important que vous retenez, et puis qu'est-ce que vous allez mettre en pratique dans ce que vous avez. Plus petits pas. Voilà, les petits pas, la stratégie des petits pas. Ça pourrait faire partie aussi d'un des épisodes qu'on peut faire. En gros, si ça vous a plu et que vous nous dites pourquoi, nous, ça va nous motiver à en faire beaucoup d'autres. Donc voilà, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci. Retrouvez-nous à Ludinor, nous serons présents, ou dans les prochains épisodes. En tout cas, merci messieurs. Merci. Avec plaisir. Salut à tous et à bientôt. Ciao.